partager le sujet. Voilà, je pense que vous l'avez à l'écran. Alors, ce sujet, on avait une répartition en 4 blocs avec à chaque fois un thème qui était repris. On avait du droit, on avait de la gestion, on avait un peu plus de compta, etc. Alors, on n'aura pas le temps en 1 heure de le faire en entier. D'accord? Je vais passer la première partie dans le sens où ce sont des chapitres qu'on a vus récemment. Je vais un peu plus m'attarder, malgré tout, vous aurez une correction à corriger qui vous sera mis dans la vidéo d'aujourd'hui. Je pense que je le mettrai avec la vidéo d'aujourd'hui, le corrigé complet. Si jamais il y avait vraiment des choses sur lesquelles vous voulez qu'on revienne, notamment quand vous aurez vos copies, en sachant que j'ai commencé à regarder notamment les copies de Lille. Donc c'est pour ça que je veux m'attarder sur certains sujets voilà, où vous avez eu peut-être un peu plus de mal parce que ce pas des thèmes. Alors on a fait des révisions pour certains, mais je trouvais que malgré tout il y avait quelques difficultés concernant le droit notamment. Pardon. Alors, voyons en détail. Donc la première partie, c'était les statistiques sur la prévision des ventes, avec un coefficient de corrélation à rechercher. Donc cette partie-là, on va la passer pour aujourd'hui. Toc, toc. Vous m'avez dit. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais faire la correction que je veux faire là, d'accord? Et ensuite, on se laissera 5-10 minutes s'il y a des choses que vous voulez sur lesquelles on revienne, s'il y a des choses que vous n'avez pas comprises. Alors, on vous indique donc que Madame Rio, dans la partie droit des contrats, a un problème qu'elle rencontre avec un club professionnel qu'elle livre, d'accord, puisqu'elle en livre le centre de formation. Alors, à ce jour, donc au jour de l'examen, hein, c'est-à-dire en janvier 2021, il y a 4 factures qui datent de mai et juin qui n'ont pas été payées. D'accord. Madame Rio a fait des relances et celles-ci sont restées infructueuses. Madame Rio vous indique qu'un contrat cadre d'une durée de 2 ans a été conclu avec le club portant sur la livraison de 35 repas 5 fois 5 par semaine. Voilà, je viens de capter ce qui a pu vous confondre en erreur. Certains étudiants de Lille, je n'ai plus les noms en tête, hein, mais comme je les connais bien, je visualise à peu près, n'ont pas compris ce que c'était qu'un contrat cadre. Et on pensait que c'était un contrat de travail pour un cadre. C'est en relisant maintenant que je comprends pourquoi il y a eu une confusion. Et à partir de là, on résolut tout le cas comme s'il y avait un litige entre un salarié et un employeur. Donc, obligatoirement, malheureusement, ce n'est pas une partie sur laquelle ils vont exceller à partir du moment où ils partent d'un postulat qui est faux. Un contrat cadre, c'est un contrat généralement d'une durée relativement longue, mais ce n'est pas un contrat de travail, hein, ce n'est pas un contrat qui concerne un cadre. Alors on pouvait quand même le deviner, hein, puisque Madame Rio, elle est à la tête d'une entreprise et que le VAFC, c'est une autre entreprise. Bon, on pouvait deviner que c'était certainement pas un contrat de travail dans tous les cas. Et un contrat cadre, c'est un contrat qui fixe les grands de ligne de la relation qui va se dérouler entre les deux parties. D'accord. D'autres petits contrats, qu'on appelle les contrats d'application, viennent préciser, par exemple, c'est un contrat qui peut dire, bah voilà, vous allez nous livrer 35 repas 5 fois par semaine, sans par exemple donner le prix. Et à chaque livraison, on va donner un prix qui pourra varier en fonction de la composition du menu, etc. Ou qui peut donner le prix sans donner le rythme des livraisons, par exemple. Voilà un autre type de contrat cadre. Je vous écoute, Charlotte. Oui, du coup, est-ce que on peut dire que c'est un contrat commercial ou pas? Bien sûr, c'est un contrat commercial. Ah voilà, ok, cool. Super, merci. Cool, je pense que j'ai bon. Oui, Donc, en gros, oui. non, mais je l'ai bien senti à votre réaction. Alors, 3 questions se posent à Madame Rio. La première question
porte sur la compétence juridictionnelle, c'est-à-dire quel est le tribunal qui pourra connaître du litige si celui-ci devait arriver jusqu'à lui. Ici, autre chose, alors, bon, vous pouvez aussi le deviner, mais c'est que le club professionnel est considéré comme une entreprise, puisque c'est un club professionnel, ce n'est pas une association. D'accord. Donc, on a affaire à deux entreprises, deux commerçants. Donc, quand un litige concerne deux commerçants, c'est le tribunal de commerce qui est compétent. Donc, la réponse qui était attendue, et les deux points étaient donnés si vous donniez le tribunal et si vous donniez la raison pour laquelle vous aviez choisi ce tribunal. Donc, ici, la réponse que l'on attendait, c'est que le tribunal de commerce est compétent pour connaître de l'affaire, car c'est un litige qui oppose deux commerçants. Voilà la réponse que l'on attendait. On pouvait aller un peu plus loin, en notamment discutant de la compétence territoriale, puisque la compétence, elle se décline en deux facettes. Un, la matière, qu'on appelle compétence matérielle, entre qui et qui, qu'est-ce que ça concerne, etc. Et ensuite, quel est le tribunal qui, territorialement, était compétent. Là, on n'attendait pas que vous alliez jusqu'à cette distinction, mais malgré tout, moi, je vais la faire pour que voilà, il y ait un peu plus que la correction aujourd'hui. C'est que, d'une manière générale, pour vous, ce qu'il faut retenir, c'est que le tribunal compétent, c'est toujours celui du défendeur. C'est toujours celui qui est attaqué. Donc, ce n'est pas celui qui prend l'initiative de l'instance, ce n'est pas celui qui prend l'initiative de saisir le tribunal qui va définir la compétence territoriale, mais c'est bien le lieu de résidence ou le siège social, quand il s'agit d'une société, qui va définir quel est le tribunal territorialement compétent. Ici, par exemple, on aurait pu préciser, mais c'était encore une fois, ce n'était pas attendu, hein, on aurait pu préciser que dans cette affaire, c'est Madame Rio qui entend saisir le tribunal, donc le club du VAFC est le défendeur à l'instance, et que par conséquent, c'est le tribunal du lieu du défendeur qui sera compétent, donc le tribunal de commerce de Valenciennes. Voilà, là vous alliez vraiment à fond dans la question, même si je vous dis encore une fois, on n'attendait pas une réponse à ce point détaillé. Bien sûr, à cette règle générale de compétence du lieu du défendeur, il existe des exceptions, notamment en matière commerciale, en matière contractuelle. On peut aussi, par option, choisir le lieu de livraison de la marchandise ou le lieu de réalisation de la prestation. Mais ça, ce sont des exceptions à la règle générale. Vous, ce que vous devez connaître, c'est la règle générale. En général, c'est le lieu du défendeur qui définit la compétence territoriale du tribunal. Ça concernait la première question. Et il est important de connaître nos 3-4 juridictions, souvent civiles, hein, que ce soit le tribunal judiciaire, le tribunal des prud'hommes pour les litiges entre employeurs et employés, ce que certains ont choisi parce qu'ils pensaient que le contrat cadre était un contrat de travail, ce qui n'était pas le cas. Donc effectivement, si vous êtes parti sur la compétence du Conseil des prud'hommes, malheureusement, vous n'aurez pas de point. Alors, est-il possible pour Madame Rio d'engager la responsabilité contractuelle, donc de rechercher finalement la responsabilité contractuelle du VAFC? Il convient d'utiliser la méthode du syllogisme juridique pour répondre à cette question, en sachant qu'un point était consacré à la méthode et les 3 autres points à ce que vous avez pu dire, notamment en droit. Je rappelle la méthode qui est impérative. Il faut vraiment. Elle n'est pas très compliquée cette méthode. Encore, elle n'est pas très compliquée. Il faut vraiment la retenir ici parce que dans tous les cas, si vous avez un problème juridique, il faudra, en étude de cas bien sûr, pas une question de cours pure et dure, mais si vous avez une étude de cas juridique à résoudre, il faudra utiliser la méthode puisque obligatoirement, je suis persuadé qu'il y aura une partie des points qui sera, c'est mis dans votre référentiel, c'est dans nos instructions qu'il faut absolument que vous compreniez cette méthode. Et cette méthode, elle n'est pas très compliquée. Je vais encore une fois la répéter. Je vais bien l'utiliser pour répondre à la question. Elle se décline en 3 parties. La première partie, vous devez donner la règle de droit. Donc, ce que vous savez en termes purement théoriques. D'accord ? Dans cette première partie, on ne doit pas faire référence aux faits, ni au nom, ni à l'affaire qui ici nous concerne. La deuxième partie,
c'est celle qui vous fait démontrer grâce au fait que la partie juridique est bien satisfaite, d'accord, que vous avez bien euh, défini et appliqué le droit. Et la troisième partie, c'est votre conclusion. Pour bien distinguer ces trois parties et bien montrer à votre correcteur que vous avez compris la méthodologie, il faut passer une ligne entre chaque partie, d'accord, et commencer par un mot-clé, d'accord. Commencer par un mot-clé. Ce mot-clé, il n'est pas très compliqué. Pour la partie juridique, pour la partie qui va vous théorique, qui va vous dire la règle de droit, vous pouvez commencer en disant en droit, virgule, et vous donner la règle de droit que vous connaissez. Pour la partie qui vous fait traiter des faits, vous allez écrire en l'espèce, virgule, blablabla. Bla, 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 bla. Et pour la partie qui vous permet de conclure, en conclusion, blablabla. Bla, 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 bla. Voilà, trois parties qui commencent par trois mots-clés qui montrent bien à votre correcteur que vous avez compris la méthode du syllogisme juridique et je vais donc l'utiliser pour répondre à la question. Donc ici, alors d'abord je fais une petite aparté court. Hein. Ce qu'on entendait vous faire dire ici, c'est que vous connaissez d'abord la différence entre les deux régimes de responsabilité, celui de la responsabilité contractuelle et celui de la responsabilité délictuelle. Je vous rappelle que quand il y a un litige entre deux personnes et qu'on entend engager la responsabilité de l'une des deux parties, soit on peut se porter sur le terrain de la responsabilité contractuelle, ou soit sur celui de la responsabilité délictuelle. Quelle est la différence entre les deux? Tout simplement l'existence d'un contrat. S'il y a un contrat entre les deux parties, alors obligatoirement, ça sera la responsabilité contractuelle qui va être mise en jeu. S'il n'y a pas de contrat entre les deux parties, par conséquent, ça sera la responsabilité délictuelle, celle du fait dommageable, de la faute, qu'elle soit intentionnelle ou non. Alors que la responsabilité contractuelle, elle, se base sur une faute contractuelle, un défaut à la réalisation de l'obligation. Alors, allons-y pour la résolution. Alors, on pourrait dire en droit, pour engager la responsabilité contractuelle d'une personne, il faut que trois conditions soient réunies, trois conditions cumulatives. Il faut que la partie contre laquelle on agit ait commis une faute contractuelle, résidant dans l'inexécution d'une obligation contractuelle ou dans la mauvaise exécution du contrat. Deuxièmement, il faut que la personne qui engage l'action ait subi un préjudice. Entre parenthèses, ça peut être un dommage. Troisième condition, il faut qu'il y ait un lien de causalité entre la faute contractuelle et le préjudice. Voilà la règle de droit. La règle de droit, elle s'appuie sur trois conditions pour la mise en œuvre de la responsabilité contractuelle, celle d'une faute, d'une mauvaise exécution ou d'une inexécution de l'obligation. Deuxième chose, il faut que celui qui engage l'action et celui qui entend obtenir des dommages et intérêts, il faut qu'il trouve qu'il ait subi un préjudice. Et troisième chose, il faut bien sûr qu'il y ait un lien de causalité entre la faute et le préjudice subi. Ça, c'est notre règle de droit. Maintenant, allons-y pour la démonstration grâce aux faits. C'est notre deuxième partie. Donc, vous avez mis votre règle de droit, vous passez une ligne, vous commencez votre nouveau paragraphe par en l'espèce. La société, Madame Rio a livré les plats au VAFC, donc elle a réalisé son obligation, elle a exécuté son obligation, alors que la société n'a pas exécuté son obligation qui résidait dans le paiement des factures. Par conséquent, l'inexécution d'une obligation contractuelle est bien caractérisée. Vous avez déjà caractérisé la première condition nécessaire. Deuxième condition, il faut que Madame Rio ait subi un préjudice. Donc, Madame Rio a bien subi un préjudice. En effet, si elle a sans doute perdu du temps dans le fait de réclamer ses factures, elle ne dispose pas à ce jour des sommes alors qu'elle aurait dû en disposer, donc ce qui constitue effectivement un réel préjudice. Ici, ce sera un préjudice financier. La deuxième condition est donc caractérisée. Troisième
point, il faut qu'il y ait une relation entre la faute et le préjudice. Effectivement, ici, le lien de causalité découle de la faute, tout simplement si le VAFC avait réglé ses factures en temps et en heure, alors Madame Rio n'aurait subi aucun préjudice. Voilà, en général, le lien de causalité il est assez simple à démontrer. Voilà, vous venez de dire dans les faits ce qui vous a permis de vous rapprocher de votre règle de droit. Maintenant, votre conclusion. En conclusion, les trois conditions de la responsabilité contractuelle étant caractérisées, alors Madame Rio va pouvoir engager la responsabilité contractuelle du club de VAFC et obtenir des dommages et intérêts, si elle le demande, évidemment. Bon. Voilà comment il fallait répondre à cette question en utilisant vos connaissances, votre capacité à résoudre un cas grâce aux connaissances, et puis votre capacité à utiliser la méthodologie que vous devez connaître absolument. Troisième partie de cette partie, hein, troisième question, pardon, on vous demande de proposer plusieurs solutions pour agir contre les débiteurs défaillants. On vous demande comment je peux faire pour agir et pour faire qu'il fasse ou voilà, que ça bouge, quoi. C'est ça la question. Qu'est-ce que je peux faire contre lui? Mis à part, évidemment, engager sa responsabilité contractuelle, puisque c'est le premier, vous l'avez déjà traité précédemment. On vous demande de proposer au moins 4 options possibles, sachant qu'il y aura 2 points par option, 1 pour l'option et 2 pour l'explication de l'option que vous aurez choisie. Ici, on fait allusion à la partie sur les remèdes à l'inexécution. Qu'est-ce que je peux faire quand une personne n'exécute pas son contrat, n'exécute pas l'obligation pour laquelle il a signé, pour laquelle il s'est engagé, n'exécute pas son engagement, sa promesse. Quelles sont les possibilités? Il y en a 5. Il fallait en retenir 2, en sachant que j'ai lu une copie où effectivement on me proposait une des solutions, mais il fallait plutôt partir quand même sur les solutions qui étaient pertinentes, qui étaient applicables à notre espèce. Applicables ici au cas que l'on traite. Donc la première des possibilités qu'on a ici, c'est ce qu'on appelle l'exception d'exécution. Donc la réponse, première option qui s'offre à Madame Rio, c'est l'exception d'inexécution. Qu'est-ce que c'est que l'exception d'inexécution? L'exception d'inexécution, c'est le fait de ne pas faire sa propre exécution, sa propre obligation, parce que l'autre partie n'a pas exécuté la sienne. C'est « t'as pas fait, alors je fais pas ». Ici, Madame Rio pourrait suspendre les livraisons, tout simplement en réponse à l'inexécution du VAFC en matière d'obligation de paiement. Ça, c'est la première possibilité qui s'offrait à Madame Rio. Une deuxième possibilité, c'est l'exécution forcée, c'est-à-dire obligée par la force, par le recours à un huissier, par exemple, obliger la partie défaillante à s'exécuter. Alors bien sûr, ça se fait à travers une demande devant un juge. Alors vous n'étiez peut-être pas obligé de le noter, mais c'était toujours bien à propos. Mais ici, une simple réponse en disant l'exécution forcée, c'est-à-dire utiliser la force publique pour obliger le débiteur défaillant à s'exécuter, voilà, la réponse là était parfaite. D'accord? Alors peut-être que vous l'avez dit dans d'autres termes un peu moins juridiques, mais à partir du moment où vous faites comprendre à votre correcteur que on va forcer l'autre à payer, c'est tout aussi bien que ce que je viens de vous dire avec des termes un peu plus juridiques. Ensuite, il y a une troisième possibilité, c'est la résolution du contrat. C'est-à-dire, n'oubliez pas que c'est un contrat cadre qui est à durée déterminée pour 2 ans. Donc normalement, il doit s'exécuter jusqu'à la fin. D'accord? C'est la force obligatoire des contrats. Et ici, une option s'offre à Madame Rio, c'est celle d'arrêter, de stopper, d'anéantir par la résolution le contrat. Donc, troisième proposition que l'on pouvait faire, c'est la résolution du contrat, c'est-à-dire pour Madame Rio, arrêter le contrat cadre qu'elle a
conclu avec la société VAFC. Voilà la solution. Alors, si on peut aller dans les détails, il y a plusieurs possibilités en termes de résolution. Soit il y a une clause contractuelle qui prévoit justement cette résolution, soit Madame Rio peut aller devant le juge et lui demander la résolution, ou soit elle-même, d'autorité, elle peut écrire par une lettre de mise en demeure à la société VAFC en lui disant comme vous ne m'avez pas payé, j'arrête le contrat. Voilà la solution qui résidait dans la résolution du contrat. Quatrième option, mais qui n'était pas pertinente dans notre cas, c'est celle de l'obtention d'une réduction du prix. Là, je ne peux pas demander, Madame Rio ne peut pas demander à la société VAFC qui lui doit des sous de diminuer le montant de ce qu'elle paye, puisqu'elle ne paye rien, elle livre. Donc elle ne peut pas obtenir une diminution du prix, puisque c'est les autres qui lui doivent de l'argent. Elle aurait pu obtenir, si l'inverse avait été le cas, si par exemple on avait eu une mauvaise exécution ou une inexécution de la part de Mme Rio, le VAFC, lui, pouvait demander une réduction du prix, parce que c'est lui qui doit payer. D'accord ? Donc c'est une solution, mais ici, elle n'est pas pertinente, cette solution. Donc me la proposer obligatoirement, vous ne pouvez pas avoir la totalité des points. Parce que le correcteur, il se dit, il me propose un truc qui n'est pas possible ici. Effectivement, légalement, c'est tout à fait, et juridiquement, c'est tout à fait envisageable. Mais ici, ça ne colle pas du tout aux faits. Donc le correcteur, il se dit, l'étudiant, il n'a pas bien réfléchi, ça. Et moi, ce que je veux, c'est qu'il réfléchisse. La dernière solution, c'est celle qui était reprise dans la question, c'est-à-dire engager la responsabilité afin d'obtenir des dommages et intérêts. Alors, si vous l'aviez proposé, je pense que vous avez la totalité aussi des points. D'accord ? Même si on aurait peut-être préféré, parce que c'est la solution de facilité, c'est une solution qu'on avait déjà utilisée précédemment. Donc voilà pour cette partie, pour laquelle il y avait donc 10 points. Pour réussir, il fallait connaître son cours, connaître la méthode et réfléchir un petit peu. Penser un petit peu, avoir un peu de sagacité d'esprit, de façon à pouvoir résoudre, notamment sur la deuxième partie, et peut-être la troisième aussi, ne pas se tromper. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette partie? Non? Pas de questions? Alors, je vais me partir maintenant sur la partie, je crois qu'il y a un problème de licenciement dans ce... Voilà, une rupture du contrat de travail. On va traiter avec l'explication, je comprends mieux. Mais je suis là pour ça, Cécilia. Ou Célia. Je vais partir sur la partie maintenant qui concerne la rupture du contrat de travail. Et donc, Madame Rio, elle a 3 salariés et elle a un problème avec un salarié, Monsieur Brasil, non, c'est bien Monsieur Brasil, qui arrive systématiquement en retard. D'accord ? Après plusieurs entretiens et avertissements, le problème ne s'est pas réglé. Madame Rio donc, envisage de se séparer de cet employé et elle hésite entre deux types de rupture du contrat de travail. Elle hésite entre la rupture conventionnelle et le licenciement. Afin de l'aider à faire son choix, on vous demande de compléter l'annexe 3 ici. Alors, on va regarder l'annexe 3, comment elle se présente. Voilà, on va passer en revue les deux choses. Alors, ici, qui est à l'initiative de la rupture? C'était pas très compliqué sur ce point-là. Si on connaissait un peu son cours, la rupture conventionnelle, c'est l'employeur et le salarié qui sont à l'initiative, donc c'est une initiative des deux parties. Alors, je crois que j'ai pas compté faux, mais ne me mettez pas où, parce que ça marche pas avec où. Il faut que les deux soient d'accord. Il y a vraiment une grosse analyse sur le consentement des deux qui peut être faite. Il faut que les deux soient d'accord. Alors peut-être que l'un va proposer, l'autre va accepter. C'est pour ça que le ou, je l'ai accepté quand même. Mais pour s'assurer de la bonne compréhension du correcteur de ce que vous entendez dire, vous pouvez préciser exactement les choses. D'accord ?
Alors, le et me paraissait un peu plus adéquat pour la réponse. Donc, ici, effectivement, ce sont les deux qui sont à l'initiative, puisque les deux sont OK pour la rupture du contrat de travail, alors que le licenciement, ce n'est que l'employeur qui est à l'initiative de la rupture. Deux, trois petites remarques. Attention, je crois que je ne l'ai pas vu, mais Mathilde, elle m'a mis employé à la place de l'employeur. Bon, j'ai bien compris, puisque dans la première, elle me dit c'est le salarié et l'employé qui sont à l'initiative. Donc j'ai bien compris qu'elle voulait me dire employeur. Je ne sais pas si tous les correcteurs seraient aussi cléments et se diraient bah non, elle n'a rien compris, elle s'est trompée. Bim, c'est faux. Donc attention un petit peu de. Parce que ça, je pense que c'est une faute d'inattention. Attention aussi au vocabulaire que vous utilisez dans une copie. J'ai lu c'est le patron qui est à l'initiative. Le patron, c'est un peu péjoratif, je trouve. Préférez plutôt l'employeur. Il n'est pas évident qu'on vous sanctionne pour ça, d'accord? Il n'est pas du tout évident, mais voilà, on préférera quand même le terme de salarié et l'employeur. Ensuite, y a-t-il besoin d'un motif dans le cadre d'une rupture conventionnelle? Non, il n'y a pas besoin de motif. Alors que dans le cadre du licenciement, oui, il faut un motif, que ce soit un motif lié au salarié, une faute notamment, légère, grave, lourde, ou un motif extérieur au salarié comme un motif économique. Ensuite, la procédure, et c'est là où on attendait pas mal de choses. Vous voyez que la case est plus grande, donc ça veut dire aussi, bah oui, il y a peut-être plus de choses à mettre que la nécessité du motif. J'ai vu dans des copies très peu de choses là-dessus, bah, c'est pas bon. D'accord, c'est pas bon. Ici, quelle est la procédure concernant la rupture conventionnelle? La rupture conventionnelle demande à ce qu'il y ait préalablement à la signature du contrat de rupture, d'accord, de la convention de rupture, qu'il y ait des entrevues entre l'employeur et l'employé et le salarié. D'accord, il faut absolument qu'il y ait eu des discussions au cours desquelles on va pouvoir discuter de la problématique, discuter du pourquoi de la solution choisie, discuter aussi des indemnités qui seront allouées aux salariés à la fin du contrat et déterminer aussi la date définitive de rupture du contrat. Donc il faut qu'il y ait des entrevues. Deuxième étape de la procédure, bien sûr, il faudra donc signer la convention de rupture. Troisième étape, il y a un temps de 15 jours qui est laissé, un délai de rétractation qui est obligatoirement laissé aux salariés comme à l'employeur. Et pendant ce délai, bien sûr, chacune des deux parties peut revenir éventuellement sur la décision qu'elle a prise. Ensuite, le document est envoyé à la directe, donc à l'inspection du travail, qui le valide sous 15 jours. Ensuite seulement, on peut prendre acte de la rupture du contrat. Donc, vous voyez qu'il y a vraiment une réelle procédure à suivre, et que, effectivement, si cette procédure n'est pas suivie, la rupture est invalidée, peut être invalidée. Maintenant, concernant la procédure pour le licenciement, la procédure là aussi est importante, parce qu'aujourd'hui, il y a 30% des licenciements, enfin 30% des licenciements qui atterrissent devant, que le tribunal traite, qui sont invalidés juste pour un problème de procédure, non pas pour un problème de fond, mais tout simplement parce que l'employeur n'a pas respecté la procédure, notamment en termes de délai. Donc, ici, un courrier recommandé avec accusé de réception, convoquant le salarié à l'entretien préalable au licenciement, de lui être envoyé 8 jours avant le dit entretien. Ensuite, l'entretien doit avoir lieu. Dans le courrier précédent, j'ai oublié de dire qu'on pouvait préciser que, bien sûr, que le courrier contient la date, l'heure, le lieu du rendez-vous, évidemment, mais aussi que pouvait préciser la possibilité au salarié de se faire assister soit par un membre du personnel qui serait un délégué syndical, ou soit par une personne extérieure à l'entreprise dont il trouverait la liste auprès de sa mairie ou de sa préfecture. Ça, c'était du détail, ce n'était pas demandé, mais je vous précise quand même. Ensuite, lors de l'entretien, les deux parties vont discuter des points de désaccord qu'ils ont, chacun expliquant à l'autre le pourquoi de l'entretien. Suite à cet entretien, dans un délai minimum de 3 jours,
C'est-à-dire que le jour de l'entretien ne compte pas, on laisse passer un jour, et le jour de la dette d'envoi ne compte pas aussi. Donc ça pourrait réduire ça à un jour franc. En fait, on dit souvent 3 jours. L'employeur envoie une notification de licenciement au salarié, d'accord, dans lequel voilà, il va dire, bah, suite à la réunion, finalement, on est malheureusement resté sur notre position, nous vous licencions pour tel motif, tel motif, tel motif, tel motif. Dans le courrier, on va préciser aussi la problématique du préavis, sur laquelle on va revenir après, et la date de fin de contrat. Concernant le préavis, dans la rupture conventionnelle, il n'y a pas de préavis. D'accord. On va fixer une date de rupture au moment des négociations. Bien souvent, on va la fixer un mois après la signature de la convention de rupture. D'accord. Puisque je vous dis qu'il y a ces 2 délais de 15 jours, mais on va généralement se prendre un petit peu de marge. On va plutôt baser sur un mois et demi, de façon à pouvoir respecter tous les délais nécessaires. Mais à partir du moment où on aura fixé cette date, on ne peut pas considérer que la période qui va du moment où on a commencé les négociations jusqu'à la rupture du contrat de travail soit du préavis. Parce que le préavis, c'est une période particulière, notamment pendant laquelle le salarié a le droit à des heures de liberté pour la recherche d'emploi. Ce qui n'est pas le cas dans cette période hein, que je vous expliquais. Donc, on peut aisément comprendre que ce n'est donc pas une période de préavis. Par contre, lors du licenciement, le salarié va effectuer, enfin, on va prévoir une période, enfin, contractuellement, souvent, il est prévu un préavis, période donc de préavis, pendant lequel le salarié continue à exécuter son contrat de travail. Le contrat n'est pas encore rompu, il ne sera rompu qu'à l'issue du préavis réalisé par le salarié. On pouvait préciser aussi que la longueur du préavis dépend du contrat, dépend de la convention collective et peut dépendre aussi du statut du salarié. On pouvait préciser aussi que l'employeur ou le salarié peuvent demander à ce que le préavis ne soit pas effectué, avec, en termes de rémunération, des différences, notamment si c'est le salarié qui demande à ne pas effectuer son préavis, alors il n'est pas payé pendant la durée du préavis, alors que si c'est l'employeur qui demande à ce que le salarié ne fasse pas le préavis, celui-ci est obligé de lui rémunérer le préavis, alors que le salarié ne va pas le faire. Hein. Bon, toutes ces précisions-là, je vous les donne à titre d'information et de complément, hein, mais elles n'étaient pas forcément entendues. Il fallait simplement dire que dans la rupture conventionnelle, il n'y a pas de préavis, alors que dans le licenciement, il y a un préavis. Il existe aussi des exceptions, notamment en cas de faute lourde, où il n'y aura pas de réalisation du préavis. Concernant les indemnités de rupture, dans les deux cas, il y a des indemnités de rupture. D'accord. Dans un premier cas, l'indemnité est discutée entre les deux, en sachant qu'il y a quand même une indemnité minimum. D'accord. Dans le deuxième cas, l'indemnité n'est pas discutée, mais il y a quand même une indemnité minimum pour le licenciement. Ce sont des indemnités soit légales, soit conventionnelles. Voilà, concernant maintenant les indemnités de chômage, est-ce que après la rupture du contrat de travail, le salarié aura le droit à une prise en charge par Pôle emploi? Oui, dans les deux cas. Et c'est d'ailleurs la raison d'être de la rupture conventionnelle hein, qui existe, je crois que c'est 2012, en tout cas c'est 2010 et quelques, je ne sais plus exactement la date, mais ça a eu un engouement très rapide. Il y a eu beaucoup de ruptures conventionnelles qui ont été signées parce que ça répondait à un besoin des salariés et des entreprises. Bien souvent, on avait dans les entreprises un cas où le salarié n'était pas forcément, voilà, le boulot c'était pas top. L'employeur n'était pas complètement satisfait du salarié. Malheureusement, on était après la période d'essai. Bon, il n'y avait pas une forte, il n'y avait pas une, comment dire, il n'y avait pas une des fautes du salarié qui aurait permis un licenciement. Donc les deux ici se tournaient un peu autour, c'était un peu compliqué, dans le sens où le salarié il disait bah, moi je ne veux pas démissionner parce que sinon je n'aurais pas le droit au chômage, parce qu'en cas de démission, il n'y a pas de possibilité d'être indemnisé par Pôle emploi. Et puis l'employeur il dit bah, moi je ne veux pas te licencier, il n'y a pas de faute. Le boulot ça ne va pas, mais il n'y a pas de faute. Il n'y a pas suffisamment de faits graves
qui pourrait entraîner un licenciement. Donc, si je te licencie et que je me retrouve au prud'homme, je risque de casquer. Donc, je ne te licencie pas, mais malgré tout, vous voyez, on avait une situation un peu de statu quo et personne n'était content. Donc, le législateur est intervenu et a mis en place cette rupture conventionnelle qui permet de satisfaire les deux, puisque chacun étant d'accord, et le consentement est d'ailleurs très important, chacun étant d'accord, et les suites étant favorables aux deux, puisque le salarié pourra toucher du chômage. Voilà, c'est quelque chose qui a permis de régler ce problème-là. Alors, dans les deux cas, il y aura indemnité chômage. Alors, je précise aussi que dans le cas de licenciement, quel que soit le motif, quel que soit le motif de licenciement, même si vous avez fait la pire connerie de votre vie, vous serez indemnisé par Pôle emploi. On a dans l'idée des fois que la faute lourde priverait le salarié d'indemnisation Pôle emploi, d'indemnisation chômage, mais non, c'est une fausse idée. Quel que soit le motif de licenciement, vous percevez des indemnités Pôle emploi. Ensuite, concernant les possibilités de contestation, là aussi j'ai vu des petites choses. Alors effectivement, d'abord le licenciement est toujours contestable. D'accord. Puisqu'on vous reproche une faute, je suppose que dans beaucoup de cas, vous n'êtes pas d'accord avec la faute que l'on vous reproche. Et à partir de là, en cas de désaccord sur les motifs du licenciement ou même sur la procédure, vous saisissez le tribunal des prud'hommes et les juges estimeront si si vous avez raison ou éventuellement si votre employeur a raison. Concernant la rupture conventionnelle, oui, elle est aussi contestable. Oui, elle est aussi contestable. Elle peut être contestée sur plusieurs fondements. D'abord, le non-respect de la procédure. Si par exemple, on ne vous a pas laissé le temps de la rétractation, quoique elle ne serait pas homologuée, elle ne passerait pas par la directe. La directe refuserait parce qu'il n'y a pas eu les 15 jours. Mais elle peut être aussi contestée si on vous a forcé à signer si votre consentement, puisque c'est un contrat, c'est un accord entre deux parties, et que sur le fondement du droit commun des contrats, le consentement doit être non vicié, c'est-à-dire qu'il ne doit pas être vicié d'une erreur, d'un dol ou de violence. La violence pouvant se caractériser par une violence psychique, psychologique. On a vu notamment des ruptures conventionnelles qui ont été annulées et requalifiées en licenciement sans cause réelle et sérieuse, parce que l'employeur avait tellement pourri la vie du salarié qu'il avait finalement accepté la rupture conventionnelle. Mais on voit bien ici que ce consentement n'a pas été acquis sans pression, sans vice. À partir de là, le consentement étant vicié, le contrat est nul et la rupture peut être requalifiée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse, donc un licenciement abusif et entraîner une indemnisation importante du salarié. Voilà dans quelles conditions et sur quel fondement on peut contester une rupture conventionnelle, même si à l'origine on aurait pu penser que tout le monde étant d'accord, mais ça dépend comment on est d'accord. Tout le monde étant d'accord, on aurait pu éventuellement ne pas pouvoir contester. Mais ici, je répète, la rupture est quand même contestable, rien que sur le fondement du droit commun du contrat. Voilà pour ce tableau et les explications précises. Revenons à nos moutons et regardons la suite. Alors, en l'espèce, est-ce qu'on va plutôt opter pour une rupture conventionnelle ou plutôt opter pour un licenciement? Et dans ce cas, sur quelle serait la nature? Alors évidemment, ici, si on parle de nature, vous avez bien compris que c'est dans le cas où vous auriez choisi l'option licenciement. Alors, concernant cette question, moi, je vais accepter les deux réponses. Que vous m'ayez choisi la rupture conventionnelle ou que vous m'ayez choisi le licenciement, je l'accepte. Pas de souci. À condition, je dis bien à condition que vous ayez défendu votre point de vue. Si vous m'avez dit la rupture conventionnelle, c'est mieux, au moins il n'y aura pas de suite prud'homale avec le salarié, en même temps ça satisfait toutes les personnes et que vous avez repris un peu votre tableau, pourquoi pas? Bon. Ici, j'ai lu dans une copie
on peut très bien imaginer que le salarié ne va pas forcément être d'accord. Ben, rien ne le dit, on ne sait pas. Alors, vous partez de ce postulat, ok, hein, après, vous allez défendre votre opinion, d'accord. Mais ici, bon, la rupture conventionnelle, même si j'avoue, ce n'est pas celle-ci qu'on attendait, puisque dans ces cas-là, vous ne répondez pas à la deuxième partie de la réponse, de la question. Mais bien défendu, bien argumenté, moi, c'est quelque chose que je valoriserais. Maintenant, effectivement, on part plutôt sur le licenciement. Le licenciement dû à l'attitude du salarié, hein, donc c'est un licenciement pour faute. Alors, on n'ira pas jusqu'à la faute lourde, d'accord? Il faudra donc partir plutôt sur une faute grave, d'accord? Pourquoi on peut la qualifier de grave? C'est la répétition qui permet de dire, voilà, c'est grave, parce que, un, vous arrivez en retard, et deux, vous ne prenez pas du tout en compte les remarques que l'on vous fait. Donc, là, si le mec il arrive en retard et que, voilà, parce que vous êtes très dur, vous le licenciez, il est arrivé allez, 3 heures en retard, le mec qui devait être là à 8 heures, il est arrivé à 11 heures, il n'a pas donné d'explication valable, il n'a pas prévenu avant, alors qu'il aurait tout à fait pu lui donner un petit coup de fil. Vous décidez que ce jour-là, il y avait une grosse vente à faire et qu'à cause de son retard, la vente n'a pas pu être faite, le client est insatisfait, il y a eu des répercussions importantes pour la société. On peut, voilà, il faudra justifier, parce qu'un retard, ce n'est pas non plus la mort, quoi, hein. Mais on peut s'attendre à ce que ce soit un licenciement pour faute légère, d'accord, euh, ici. Mais là, on s'entend, enfin, j'accepterai évidemment la réponse faute grave à cause des répétitions et de la non prise en compte des remarques et des avertissements qui lui ont été faits. Voilà pour la deuxième partie de cette question concernant la nature du licenciement qu'on peut envisager. Ensuite, quels sont les documents que doit obligatoirement remettre l'employeur au salarié au moment de la rupture, donc au moment de la fin du contrat? Donc, dans les deux cas, puisque la rupture conventionnelle ou le licenciement demande à ce qu'on remette des documents au salarié, donc ça sera une attestation de travail, obligatoirement. D'accord. L'attestation pour l'emploi, alors même si c'est discutable parce qu'elle est plus obligatoire, mais on attendait cette réponse, parce qu'aujourd'hui, l'employeur, il envoie directement à Pôle emploi l'attestation Pôle emploi. Alors, il peut en remettre généralement c'est ce qu'il fait, il en remet une copie aux salariés. C'est une attestation dans laquelle on va reprendre les salaires qui ont été versés aux salariés et les différentes indemnités. Grâce à cette attestation, Pôle emploi va calculer les droits que le salarié va avoir et va calculer aussi ce qu'on appelle, excusez-moi, le délai congé, le délai de carence, pardon. C'est un délai pendant lequel le salarié ne va pas être payé. Ce délai, il est calculé en fonction de l'indemnité qu'il a perçue. Imaginons qu'un salarié soit parti avec une grosse indemnité de licenciement pour X raisons, parce qu'il l'a négocié, parce que voilà, il part avec 20 000 euros, il a beaucoup d'ancienneté, etc. Il part avec 20 000 euros. La prise en charge de Pôle emploi va être retardée de plusieurs mois parce qu'il a touché cette somme et qu'on estime qu'il peut vivre pendant 2-3 mois avec cette somme et que Pôle emploi ne prendra le relais que dans 2-3 mois. Pôle emploi s'appuie aussi sur cette attestation pour pouvoir calculer les indemnités de chômage que l'employé et aussi la durée de prise en charge que le salarié qui a été licencié va avoir. Alors, pourquoi? Merci pour la correction, mais je n'ai pas compris. Alors, je vais relire votre question, mademoiselle. Alors, merci, mais je n'ai pas compris pourquoi on ne fait pas la correction des moindres carrés. Non, monsieur, excusez-moi. En fait, j'ai pas compris pourquoi on n'a pas fait la correction des moindres carrés parce que c'est le sujet que je maîtrise pas assez. Du bruit autour de vous. Alors, j'avais expliqué au départ que je préférais me concentrer sur les choses qu'on n'avait pas vues cette année ensemble. D'accord. Mais si, je le redis, s'il y avait une demande, s'il y a vraiment un besoin de revenir sur les moindres carrés, sur le coefficient de corrélation, il n'y a pas de souci, non, c'est pas grave. Il n'y a pas de souci pour qu'on le fasse la fois prochaine. Dans tous les cas, vous allez avoir la correction.
Vous allez avoir votre copie, j'espère, la semaine prochaine. Et si vraiment il y a un point, si vous voulez qu'on reconsacre 10 minutes, un quart d'heure à la réexplication des moindres carrés, on le fera, il n'y a pas de souci. Alors, on va... D'accord, Alan, vous me le rappelez, de toute façon, je sais que vous n'allez pas l'oublier. Je sais que vous n'allez pas l'oublier. Si jamais... alors, je reviens sur ma feuille. Et je finis juste ma petite histoire sur l'attestation pour l'emploi, tout simplement parce que on ne remet plus l'attestation l'original aux salariés, parce que certains salariés la trafiqué pour avoir plus d'indemnités après, parce que c'est le seul document que Pôle emploi détient et qui atteste des indemnités de licenciement et des salaires que vous avez perçus, et ce qui permet de calculer l'indemnité Pôle emploi. Donc certains salariés avaient bien compris le bignou, et quand ils avaient leur attestation, aujourd'hui on sait qu'avec Photoshop, etc., on veut, ils modifiaient l'attestation, comme Pôle emploi ne contrôlait pas vis-à-vis de l'employeur, le salarié se retrouvait avec des grosses indemnités alors qu'il n'avait pas forcément droit à ces grosses indemnités. Donc aujourd'hui, l'employeur envoie directement à Pôle emploi l'attestation et ne remet qu'un double au salarié, et il remettra aussi un bon pour solde de tout compte, un document qui récapitule les sommes et qui atteste que le salarié a bien touché ses sommes. Je dirais que le plus important, c'est le certificat de travail. Et les deux autres documents, ils étaient attendus ici, il y avait un demi-point pour chaque document. Voilà pour la partie concernant le contrat de travail. Y a-t-il des questions par rapport à ça? Il n'y a pas de questions. Alors, il n'y a pas de questions, hein? Sûr? C'est bon pour tout le monde? Vous avez compris? C'était suffisamment clair, etc. Parfait. Je vais faire rapidement alors la partie du compte de résultat, d'accord? Alors, plus dans la signification plutôt que dans les chiffres ou dans les calculs, je vais peut-être pouvoir les faire de tête. Première question, donc on vous demande d'analyser la rentabilité. D'accord, ok, pas de souci pour la personne qui vient de me... Donc, je n'ai plus le temps de lire le long. Alors, ici, concernant le compte de résultat, d'accord, qui va nous permettre d'analyser la rentabilité. Donc, première question, après avoir rappelé le mode de calcul de la variation de stock, expliquez la signification de la valeur figurant au bilan. Alors, je fais la correction. Je ne pourrais pas donner 10 000 explications parce que c'est un sujet qui a été fait normalement en première année. D'accord? La variation de stock, ça se calcule en faisant stock initial moins stock final, c'est-à-dire stock que j'avais au début de la période d'études, moins stock que j'ai à la fin de la période d'études. D'accord? Donc ici, c'est sur une année comptable. Au début de l'année comptable, au moment où j'ai commencé à bosser, j'avais, je ne sais pas moi, pour 10 000 euros de stock. J'en ai vendu, j'ai réapprovisionné, j'en ai vendu, j'ai réapprovisionné, j'en ai vendu. Puis à la fin, il m'en reste 12 000. Vous voyez qu'il y a une différence entre les deux. Au début, j'en avais 10 000, à la fin, j'en ai 12 000. Ici, la variation de stock 10 000 moins 12 000 est égale à moins 2 000. Ça veut dire que j'ai fait du stock. Il y a des choses que j'ai achetées et que je n'ai pas vendues. Vous avez compris? Au début, j'en avais 10 000. À la fin de ma période, j'en ai 12 000. Entre-temps, bien sûr, il y a eu des ventes, des approvisionnements, des ventes, des rentrées, des sorties, des rentrées, des sorties. Et à la fin, j'en ai 12 000. Au début 10 000, à la fin 12 000, il y a bien des choses que j'ai donc achetées et que je n'ai pas vendues qui sont restées en stock. Ça, c'est le cas d'une variation de stock négative. Alors qu'une variation de stock positive, au début, j'en avais 10 000, pardon, à la fin, j'en ai 8 000. Variation de stock positive, stock initial 10 000 moins stock final 8 000. Variation de stock 2 000, ce qui correspond à j'ai puisé dans mes stocks, je n'ai pas eu assez de mes achats pour satisfaire les ventes. Donc, voilà ici ce qu'il fallait dire, et en l'espèce, notre variation de stock, elle était voilà, de moins 7 774, ça veut dire qu'il y a des choses que j'ai achetées que je n'ai pas vendues, à hauteur de 7 774 euros. Voilà ce que ça veut dire et ce qu'on attendait comme réponse. J'ai peur que pas grand monde l'ait trouvé. Alors certains m'ont parlé des différentes méthodes qu'on en avait revues, hein, mais ça n'est pas ce qu'on attendait comme réponse. Calculer le résultat financier et le résultat exceptionnel. Le résultat financier et le résultat exceptionnel se calculent en faisant les produits financiers moins les charges financières et les produits exceptionnels moins les charges exceptionnelles. Je vous rappelle que le résultat, il est composé de 3 résultats intermédiaires. Le résultat global de l'entreprise, il est composé du résultat d'exploitation, du résultat financier et du résultat exceptionnel. Alors, regardons ici.
Tagada, tagada, tsing, tsing. Voilà. On a l'entreprise qui a fait des produits financiers. Donc peut-être qu'elle a des placements qui lui ont rapporté de l'argent. Ces produits financiers sont à hauteur de 7 500 euros. Par contre, elle-même, elle a payé des intérêts. Les intérêts, c'est des charges financières à hauteur de 2 500. Donc ici, le résultat, il sera de 4 984 euros ou 85 euros et quelques. On a fait 7 500 moins 2 500. On fait la même chose pour le résultat exceptionnel. Donc ici, on a eu des produits exceptionnels, des choses voilà, qui ne dépendent pas forcément de notre activité, mais qui sont rentrées à hauteur de 1 300, et les charges exceptionnelles à hauteur de 418. Donc pareil, on aura un résultat exceptionnel aux environs des 900 euros. Voilà comment on faisait le calcul du résultat financier et du résultat exceptionnel en prenant la partie financière et la partie exceptionnelle des charges et des produits. Compléter les soldes intermédiaires de gestion. Vous regarderez directement les soldes intermédiaires de gestion. C'est pas compliqué, puisqu'en plus, on vous donnait pratiquement toutes les formules. Le tableau était déjà fait, donc il y avait juste à indiquer les ventes de marchandises et puis savoir qu'en plus, on vous disait que voilà, le solde intermédiaire qui était calculé, on faisait ce que vous retrouviez dans la marge, dans la partie 1 moins la partie 2, et donc c'était la marge commerciale. Bon, pas très compliqué, là on était vraiment juste sur des calculs, vous regarderez, il n'y a pas grand chose à dire pour cela. Alors, question suivante. Rappelez l'intérêt de la marge commerciale de l'EBE et du résultat d'exploitation, puis commenter les résultats obtenus. Donc, la marge commerciale, ici, en soi, je l'avais, plus avec vous, je l'avais dit, peut-être avec les premières années, parce que c'est un thème qu'on voit en première année. La marge commerciale, c'est la capacité pour une entreprise de faire du profit par rapport à ce qu'elle a acheté. D'accord ? Puisque la marge commerciale, c'est la différence entre la vente de marchandises moins les achats de marchandises. Les achats de marchandises sont des choses que j'ai achetées, que je n'ai pas transformées, que j'ai revendues en l'état. Donc ici, c'est le dynamisme commercial qui définit la marge commerciale. Comparer les entreprises via leur marge commerciale n'est pas forcément pertinent. On va plutôt comparer les entreprises via leur taux de marge commerciale. Je pense qu'on en avait peut-être déjà un peu parlé. Le BE, l'excédent brut d'exploitation, c'est la capacité de l'entreprise à faire du résultat d'exploitation sans prendre en compte les parties un peu plus polluantes qui sont les autres charges et les autres produits. Le résultat d'exploitation, lui, il se rapproche du résultat d'exploitation comptable que l'on retrouve ici, qui prend en charge tous les produits d'exploitation et toutes les charges d'exploitation. La CAF, alors je ne sais pas si vous avez réussi, c'est la capacité d'autofinancement. Il y a deux façons de la calculer, soit une façon déductive, ou soit une façon où à partir de l'EBE, on retrouve la CAF, ou à partir du résultat global, on retrouve aussi la CAF en déduisant notamment la partie des dotations aux amortissements. Et ça va nous donner la capacité d'autofinancement de l'entreprise. Alors, j'étais un petit peu plus rapide sur les points, vous vérifierez la correction. Ça fait vraiment référence à des cours que vous avez eus en première année. Alors, je pense que c'est peut-être un peu loin pour vous, mais n'oubliez pas que l'examen, il porte bien sur les 2 années et que ces chapitres bilan, compte des résultats, rentabilité, coût complet sont des chapitres importants. D'accord. Y a-t-il des questions? Non, il n'y a pas de questions. Alors, je ne vais pas le faire, je regarde juste si je peux vous dire des choses du coefficient de corrélation. Rien à voir avec le BG, monsieur. Est-ce qu'on peut... Non, vous ne devez plus me rendre de TG.
J'ai fini cet après-midi de corriger les télés. Vous imaginez, je ne sais plus combien j'en ai corrigé, mais des dizaines et des dizaines. Je me suis un peu planté en donnant ce mode parce que j'ai pas la capacité de corriger autant de télé. C'est pas possible. Et comme je suis pas que enseignant, pas que dans cette matière, il m'est impossible de reprendre ce même système. Donc, on va utiliser un système de quiz, d'accord, que l'on mettra en place peut-être à la fin de chaque chapitre. Enfin, pas à la fin de chaque chapitre, mais à la fin de chaque grand thème, en sachant qu'on en aura un obligatoirement à la fin du thème marketing, d'accord. Et puis qu'on en reprendra sur les thèmes de révision que l'on va faire. Je pense en réaliser 2 ou 3, vous savez, ces petits quiz qu'on avait déjà fait ensemble, de façon à vous noter en plus de votre note de BTS blanc que vous aurez au 2e semestre. Voilà pour ça. Juste, bon, on en avait déjà discuté hein, concernant les gens qui m'ont rien rendu le semestre dernier. Juste pour information, et je ne veux pas vous alarmer là-dessus. J'espère que du coup, pour ce semestre, on a quoi comme note? Bah, pour ce semestre, vous avez 2 notes de télé et une note de DM, pour ceux qui me les ont. Et plus votre note de BTS, bon, évidemment. Mais moi, ce que l'on a fait, donc vous deviez me rendre normalement 2 télé, plus votre DM. Alors, je ne savais pas trop comment faire avec les gens qui m'avaient pas rendu le boulot. Pour le DM, j'ai mis 0, parce que je considère que c'était un peu ce fils du monde. Pour les TD, j'ai hésité. Finalement, j'ai mis absent. Et j'ai mis une appréciation pour ceux qui ne m'avaient rendu ni TM, ni TD, ni DM, en disant clairement que ce n'était pas sérieux. Voilà. Je veux juste attirer votre attention. Vous avez entendu l'annonce hier qui a été faite par le ministre de l'Éducation nationale. Alors, ça ne vous concerne pas, évidemment, mais c'est pour vous mettre un petit peu en tête le risque que vous prenez en ne me rendant pas le travail. Ouais. Alors, ça ne vous concerne pas parce que la majorité de celles qui assistent au cours sont ceux qui me rendent le travail et généralement avec sérieux et qui ont généralement de très bonnes notes. Et je vois la qualité du travail qui est rendu et l'intérêt que vous portez à la matière. Et certainement l'intérêt que vous portez aussi à votre diplôme. Juste le fait, c'est qu'aujourd'hui, hier à 10 heures, le ministre a annulé les épreuves de bac, les remplaçant par le contrôle continu, quand les épreuves qui devaient avoir lieu en mars. Ce qui me fait dire, et ça me conforte dans mon idée, qu'aujourd'hui, on ne sait pas si vous passerez votre BTS. On ne le sait pas. Très clairement, j'espère que vous passerez, parce que c'est peut-être mieux quand même. Mais il y a toujours une chance, une possibilité pour que ça se passe comme l'année dernière, que ça se base sur le contrôle continu. Malheureusement, si vous n'avez rien rendu le semestre dernier, et encore une fois, je le dis peut-être pour ceux qui regarderont la vidéo en replay et qui ne m'ont rien rendu ou qui verront l'appréciation que je leur ai mise sur leur bulletin. Ne rien rendre, avoir 2 absences et un 0, clairement, j'espère qu'il n'y a que dans ma matière. Hein. D'accord si c'est partout dans toutes les autres matières, pas de correction sur mon TDC. Je suis sûr, Audrey, parce qu'en plus, je l'ai vu ici parfois. J'ai pas vu ce que vous m'avez marqué. J'ai pas eu le temps de lire. Alors. Pardon, il n'y a pas de contexte, c'est ça? Pardon, excusez-moi, je suis enrhumée, j'ai du mal à parler. Ouais. Pardon. En fait, le TD dans le dossier noté, TD Ouais. et corrigé, vous avez remis mon TD sans vos corrections. Il n'y a pas de rouge, il n'y a rien d'écrit, il n'y a pas de note. Est-ce que vous attendez bien qu'il apparaisse? Comment? Est-ce que vous attendez bien qu'il apparaisse? Vous êtes qui? Audrey Chenot. Audrey Chenot. Si je me souviens tout à fait de votre TD. Si.
Oui, des fois, vous pouvez attendre un peu parce que des fois, ça met du temps à s'afficher la Ouais, correction. je sais que ça met du temps, la correction met du temps à s'afficher. Et j'ai attendu et du coup, j'ai vérifié sur d'autres pour voir à quoi ça ressemblait. Et effectivement, ça apparaît pas toujours tout de suite, mais là, en fait, il n'y a rien. Et j'ai vu que pour ceux que vous aviez corrigés, vous mettiez un R devant et pas pour le Oui, mien. Non? C'est pas vous, peut-être. oui, je mets un R. Enfin, c'est surtout pour dire j'ai mis les notes, j'ai rentré les notes. C'est surtout pour me dire qui. Alors, Audrey. Alors, TT, Après, c'est peut-être mon ordinateur qui a un bug. je vais vous dire. Hop. Effectivement, le premier, c'est sur les amendements, c'est celui-ci. C'est celui-là, oui. Je l'ai mal remis. Et il est pas de nouveau dans corrigé. Apparemment, je vous ai remis effectivement peut-être. C'est peut-être aussi pour ça qu'il n'y a pas de R devant. Et vous l'avez pas retrouvé ailleurs? Je vais pas regarder ailleurs. Chenot, Audrey, Montpellier, voilà. Hop. Alors, ça, c'est votre TT. Vous êtes 15 sur le TT sur les investissements. Oui, mais du coup, il n'y a pas celui sur le premier. Peut-être pas remis le noté. Je vais vous dire votre. Voilà. J'ai peut-être mis la version non corrigée. Je l'ai fait tellement, mais tellement que. Tant que ça apparaisse, moi aussi. Je ne peux pas lire les messages et en même temps regarder les chats. Attendez juste 30 secondes et on va pas trop tarder non plus parce que j'ai un cours après. Vous êtes sur quel campus, Audrey? Montpellier. Montpellier? Montpellier. Vous avez eu 16, voilà, puisque l'autre, vous aviez eu 15 et donc vous avez eu 16 à ce TD-là. Ok, très bien. Merci. Ça marche? Il y avait d'autres questions? Oui. Non, c'est bon. C'est bon pour tout le monde? Monsieur, oui, je vous laisse parce qu'on a cours après. Oui, moi aussi. Bon, Bon on week-end, se bon voit, courage. on se voit lundi, hein? Ça marche? Merci. Au Allez, revoir. ciao. Attendez, excusez-moi, monsieur. Oui, vous êtes qui? Oui, bonsoir, excusez-moi. Je vous avais aussi rendu deux TD par mail, mais est-ce que vous les avez bien reçus? Parce que je vous avais dit aussi que je pouvais pas les mettre sur. Je vais vous dire si j'ai mis des notes. Non, a priori, oui, hein. Je me souviens, Eva, parce que Ah, ok, super, alors, parce que j'ai eu un peu peur. vous avez eu 15 et 17, Eva. Oh, super. Ben, merci beaucoup, en tout cas, c'est gentil. Mais de Vous rien. me rassurez. Très bonne Voilà. soirée, au revoir. Merci, vous aussi. Pas d'autres personnes? Personne veut râler, veut dire ah, moi, monsieur? Non? Par hasard, vous n'avez pas les notes de BTS Blanc de Lille? Célia, non. Non, je ne les ai Non. pas. Célia, vous les aurez lundi parce que j'ai pas fini de les corriger. Oui, je me doute, vous avez fait tous les TD aujourd'hui, donc J'ai c'est pas j'ai grave. fait tous les TD aujourd'hui. J'ai vu votre copie. J'ai vu qu'en droit, c'était pas terrible, il me semble. Non, j'ai eu beaucoup de lacunes en droit et Ouais. en fait, j'ai jamais eu de cours, donc je suis en train de tout Ouais. rattraper. Donc c'est compliqué. Je me souviens d'avoir vu votre copie et comme vous aviez eu des bonnes notes. Au revoir, Antoine. Comme vous aviez eu des bonnes notes, je me suis dit, bah tiens, peut-être que ça va être sympa sa copie. Et je sais qu'en droit, j'ai dit, oh, bah tiens, zut alors. Ouais, non, c'est le droit, Moyen. c'est compliqué de mon côté. Ok. Non, mais j'ai pas corrigé la globalité.
D'accord, bah, bon week-end à vous en tout cas. Au revoir. Merci. Allez, bon courage, ciao.